L'histoire du vaccin commence en Angleterre, à une époque où la variole sévit dans le monde entier. La variole, un tiers des personnes qui l'attrapent en meurent et celles qui survivent sont défigurées. En 1796, le médecin Edward Jenner fait une observation. Les fermiers ayant contracté la vaccine, une forme de variole dangereuse pour les vaches mais bénigne pour les êtres humains, semblent être protégés contre la variole. Il a l'idée d'injecter, chez le fils de sa femme de ménage, du pus prélevé sur une fermière atteinte de la vaccine. L'enfant devient résistant à la variole. La vaccination, qui tire son nom du mot latin vacca, qui veut dire vache, est née. Si depuis Jenner, la vaccination a bien évolué, son principe, lui, n'a pas changé. Un vaccin, c'est une substance d'origine microbienne, ça peut être un virus ou une bactérie, qui va être administrée à l'homme ou à l'animal pour générer des réponses immunes, c'est-à-dire une protection, si possible, contre la maladie dont elle provient. Grâce au vaccin, si cette personne rencontre un jour le vrai microbe, son système immunitaire le reconnaîtra tout de suite, puisqu'il existe une mémoire immunitaire, et l'éliminera avant qu'il ne puisse la rendre malade. Pour provoquer cette réponse immunitaire, on a mis en place deux types de vaccins. Les vaccins vivants atténués. On administre un virus ou une bactérie rendu inoffensif. Les vaccins inactivés. Ils contiennent le microbe mort ou une partie de lui. L'enjeu, avant de trouver un vaccin, est de comprendre la stratégie déployée par le corps pour se défendre contre la maladie et pouvoir la reproduire. Certaines maladies, par exemple le Zika, la dengue, le chikungunya ou le sida, n'ont toujours pas de vaccin, malgré des années de recherche. Pour le VIH, ça a été compliqué de voir quelles sont les réponses qui sont protectrices. Donc si vous ne connaissez pas laquelle c'est un peu compliqué à développer un vaccin qui va générer une réponse ou l'autre. C'est le même problème qu'on a quand on commence avec un nouveau virus. On ne sait pas si les anticorps protègent, on ne sait pas si c'est l'immunité cellulaire qui protège, donc on va tâtonner, si vous voulez, beaucoup plus que si on sait que c'est les anticorps qui protègent, comme pour la rougeole par exemple. Pour élaborer un vaccin contre le Covid-19 et donc trouver un antigène, cette partie de virus capable de déclencher une réaction immunitaire pour produire des anticorps, 3 méthodes sont actuellement testées. Première méthode, on isole une partie du virus et on l'inactive avec des procédés physiques ou chimiques. Deuxième méthode, on met une des protéines qui enveloppent le coronavirus, appelée protéine spike, dans un autre virus. Cet autre virus va ensuite se répliquer dans le corps humain et accélérer la fabrication d'anticorps. Troisième méthode, on injecte une partie du génome du virus, de l'ARN pour le coronavirus, dans le corps humain. Cette méthode est récente et n'a encore jamais abouti à un vaccin. Des laboratoires du monde entier travaillent simultanément pour aboutir à un vaccin dans les meilleurs délais. Plus vous avez de groupes qui travaillent, plus ça va être rapide, mais il y a des étapes que vous ne pouvez pas sauter. Donc l'identification du virus lui-même, l'identification des protéines, ensuite il faut les produire. Et puis une fois que vous avez un produit, vous allez faire ce qu'on appelle les phases précliniques chez l'animal pour être sûr que ce produit n'est pas toxique. Et puis ensuite vous allez commencer les études chez l'humain, d'abord chez 10 ou 20 personnes pour être sûr que ça ne génère pas d'effets secondaires sérieux. Puis ensuite, vous allez encore augmenter. Il faut être sûr que ça génère aussi des réponses immunes. Et puis une fois que vous avez ça, vous allez devoir démontrer l'efficacité du vaccin, donc avec beaucoup plus de monde, entre 2000 et 10 000. Ça dépend si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de Covid ou peu de Covid. Ça dépend du taux d'attaque, évidemment. Un moyen pour accélérer la recherche, encourager les collaborations entre tous les acteurs de la santé. C'est le rôle que l'OMS tente de jouer. En fait, l'idée, c'est que quand vous avez une technologie qui est intéressante, souvent elle peut être associée à une autre technologie, donc vous allez vous associer pour avoir un résultat plus rapide. L'autre raison, c'est que par exemple, les académiciens, les universités n'ont pas la capacité pour produire beaucoup de doses de vaccins, donc elles doivent s'associer souvent avec l'industrie pharmaceutique
pour avoir suffisamment de vaccins disponibles s'il est commercialisé par la suite. Donc là, c'est pas une guerre qu'on se mène pour être le premier, ça collabore quand même. Ah bah, il faut pas être naïf, hein. Il y a quand même de la compétition, c'est sûr. On le voit avec Trump qui dit l'Amérique l'aura. Je pense que non, il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de collaborer. C'est pas nouveau pour le Covid, ça a été fait pour l'Ebola aussi. Donc les gens se mettent ensemble et surtout quand il y a une urgence de santé publique. Quels que soient les gagnants de cette course au vaccin, ils butteront contre un obstacle inéluctable. Produire des quantités suffisantes pour immuniser l'ensemble de la population mondiale. En dehors de tous ces enjeux, Pascal Mélan, est-ce qu'il y a la moindre chance qu'on en trouve un de vaccin, vu qu'on a échoué dans le VIH-Sida, la dengue, le Zika, le MERS coronavirus et d'autres? C'est des virus différents. Je dirais, le verre est probablement à moitié vide et à moitié plein. D'un côté, c'est vrai, c'est pas gagné d'avance, c'est pas une famille de virus dans laquelle on a des exemples bien connus de vaccins qui marchent. Ce que je compterais du côté positif, c'est au fond l'énorme effort qui a été quand même mis en route dans les derniers 6 mois avec, comme on l'a dit, hein, des techniques, des approches très différentes, des moyens qui ont été mis. Il y a des gens quand même qui développent des vaccins et qui simultanément font le pari d'investir pour la production à une échelle industrielle. Voilà, il y a ces perspectives. On commence à entendre des bruits de résultats et je dirais que les bruits qu'on entend sont plutôt positifs. C'est très préliminaire. C'est des communications qui viennent des firmes qui développent les vaccins. C'est pas la chose dans laquelle j'aurais la plus grande confiance, mais voilà, je pense. Ouais. Et dans les bruits, on entend aussi, par exemple, que des vaccins qu'on a eus dans l'enfance pourraient être protecteurs, comme le BCG contre la tuberculose. Est-ce qu'on a des données là-dessus? Puis, ce serait quoi les mécanismes, Clara Posfait? Alors, c'est quelque chose de très intéressant, puisque le BCG, c'est donc un vaccin qui a été développé il y a près de 100 ans pour protéger de la tuberculose. Qui est une bactérie. Qui est une bactérie, une mycobactérie, et qui a été quand même beaucoup donnée à des millions de personnes dans les années 50, 60, 70. Et on s'est rendu compte que c'était un vaccin qui marchait bien pour protéger les enfants, les petits-enfants des maladies sévères de tuberculose, mais qui marchait moins bien pour ce qu'on avait prévu au départ, c'est-à-dire la pneumonie tuberculose. Par contre, un truc qui a été remarqué, c'est que parmi les gens qui ont été vaccinés avec le BCG, les enfants faisaient moins d'autres maladies. Pas seulement la tuberculose, mais aussi d'autres maladies. Donc les gens ont commencé à étudier ça et se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui faisait comme un boost de l'immunité quand ils recevaient le vaccin du BCG tout court. Et du coup, c'est là où les gens se sont dit, peut-être c'est quelque chose qu'on pourrait exploiter pour ce coronavirus, c'est-à-dire donner un vaccin qui n'est pas directement contre le corona, mais qui permet de stimuler l'immunité. Il y a plusieurs études en cours, plusieurs études sur des continents différents, avec des expositions différentes, donc on attend ces résultats avec impatience. Par contre, il faut bien comprendre que ce n'est pas un vaccin contre le coronavirus. Pascal Mélan, on voit que la maladie Covid-19, elle fait beaucoup de problèmes neurologiques. Est-ce que vous êtes inquiet qu'un vaccin puisse aussi avoir des effets secondaires neurologiques ? Alors, ça fait partie du programme de surveillance qu'il va falloir mettre en route chez les volontaires, puis ensuite chez les vaccinés pour vérifier qu'il n'y ait pas d'effets adverses de ce type-là. C'est vrai qu'il a existé dans le passé des campagnes de vaccination qui ont été compliquées de certains de ces effets adverses. Voilà, il faudra y faire attention. Et vous, les pédiatres, vous seriez inquiets? Vous vaccineriez les enfants avec un vaccin contre le Covid-19? Alors, avec un bon vaccin, sûrement, en sachant que, de nouveau, c'est toujours une question de bénéfices et de risques qu'on prend. Si le vaccin est vraiment de bonne qualité et induit une bonne réponse et qu'il est possible de le donner aux jeunes enfants, on le donnera aux jeunes enfants aussi pour protéger les enfants, mais aussi pour protéger la population générale et pour arrêter que ce virus circule. Et pour éviter des syndromes genre Kawasaki chez nos Voilà, tout à fait. En même temps, je rappelle que c'est quand même une complication extrêmement rare parmi une population qui est déjà très peu touchée. Est-ce qu'il y a des études chez les enfants qui comparent ceux qui ont fait une immunité au SARS-CoV-2 et les autres?
Oui, il y a plusieurs études en cours aussi, en Suisse romande aussi, où on regarde dans des noyaux familiaux ou dans des petites communautés comment les enfants se comportent, s'ils ont été infectés ou pas infectés, pas au niveau du comportement, mais au niveau de leur réponse immune. Et puis s'ils ont fait la maladie, s'ils ont eu des symptômes ou pas de symptômes. Exactement, s'ils ont eu des symptômes sévères, pas sévères, s'ils ont eu pas du tout de symptômes parfois. Pour terminer, Pascal Mélan, on voit que aussi il y a des gens qui ont fait cette maladie du Covid-19 et qui n'arrivent pas à s'en remettre, qui ont des problèmes qui traînent. Est-ce qu'on sait si ces gens vont s'en remettre ou si on risque d'avoir des séquelles à vie de cette maladie pulmonaire, neurologique? Alors, c'est vraiment un sujet de recherche. C'est une remarque très importante. Et je pense qu'il y a des études qui sont en cours d'organisation pour mesurer, au fond, cette morbidité résiduelle après cette maladie. Effectivement, il va falloir plus de temps pour juger combien de temps ça va durer. Les infections sont connues, certaines infections sont connues pour laisser ces états de séquelles ou de convalescence qui durent plus ou moins. Et je pense que c'est une remarque très importante parce que quand on va évaluer le coût d'une épidémie de SARS-CoV-2 qui circule, et il faudra inclure la maladie aiguë, il faudra inclure la mortalité, et il faudra aussi inclure et mesurer cette morbidité résiduelle. Je pense que c'est une remarque très importante. Merci beaucoup et voilà, c'est déjà la fin de ce magazine Santé. Merci à Clara Posfay, à Pascal Mélan et à Thierry Calandra. Il reste évidemment de nombreuses questions non résolues et un débat autour de mesures comme le traçage des cas pour surveiller l'évolution de la pandémie, en espérant que la protection de la santé ne servira pas de prétexte pour favoriser une société de surveillance absolue. C'est un des thèmes qu'Alexis Favre et ses invités vont justement aborder dans quelques instants. Comment va-t-on vivre désormais avec ce virus? Alors restez sur la RTS pour Infrarouge. Merci et à bientôt.